présenter les résultats de l'exécution du plan de travail annuel 2023, échanger autour des grandes orientations pour l'année 2024, des actions prioritaires, des ressources disponibles pour la mise en œuvre des politiques publiques et prendre des engagements conséquents. C'est à cet exercice que se sont livrés le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et les principaux acteurs impliqués dans la chaîne des résultats. Occasion pour Raphaël Akoteyon de mettre en lumière les réformes engagées, notamment la réforme du système de la décentralisation, dont les effets positifs sont perceptibles et méritent une évaluation approfondie. Il ressort globalement des travaux de fin de gestion 2023, dont les résultats sont présentés, que le budget du ministère est exécuté au 31 décembre à 84,70% base engagement et 84,55% base ordonnancement, hors dépenses du personnel pour une cible de 100%. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 87,49% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère a été exécuté à 77,02% base engagement et à 76,98% base ordonnancement pour un taux d'exécution physique de 75,99%. Le budget de notre ministère au titre de l'année 2024 est de 51 397 484 761 francs CFA, avec un effort considérable en ce qui concerne le FADEC ressources intérieures, qui enregistre respectivement un accroissement de 36,6% et 21,36% pour l'investissement et le fonctionnement. Le FADEC fonctionnement passe donc de 19 milliards en 2023 à 23 milliards en 2024. Cet accroissement permet d'une part de renforcer les ressources de l'appui à la réforme en cours et d'autre part de rendre opérationnel le guichet police municipale du FADEC. Aussi, les crédits alloués aux préfectures ont-ils connu une amélioration globale de 12% et plus spécifiquement de 19% pour la mise en œuvre du programme d'assistance conseil aux communes. Une toute nouvelle société savante nous est née dans le secteur de la santé au Bénin. Il s'agit de la Société béninoise d'hygiène hospitalière de prévention et contrôle des infections SB2H-PC. En travaillant par des partages d'expérience, il y a eu un réseau qui s'est créé appelé le réseau PIAS, Réseau Prévention des infections associées aux soins. Le réseau a été créé, elle est depuis 2018 et nous travaillons. Il y a eu par moment des partages d'expérience entre les hôpitaux. Là, nous avons décidé de formaliser ce réseau et en le transformant en une société savante au sein de laquelle il y aura des réflexions menées pour adapter les procédures à nos réalités ici. Parce que voyez-vous, les hôpitaux dans les pays développés n'ont pas les mêmes conditions, il n'y a pas les mêmes matériels que chez nous ici. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de transformer, de formaliser ce réseau en une société savante au sein de laquelle les réflexions seront menées pour élaborer des procédures, des documents, faire des partages de connaissances et faire des recherches scientifiques publiées pour prouver et montrer des bonnes pratiques pour pouvoir maintenir l'hygiène. Parce que tout ceci rentre dans la qualité des soins, qualité des prestations au niveau des hôpitaux. L'hygiène hospitalière dans notre pays n'est pas au même niveau dans les établissements hospitaliers. Et il faut des professionnels qui ont une certaine aptitude. Ce n'est pas des professionnels nouveaux, c'est souvent les acteurs de la santé eux-mêmes, les soignants, que ce soit les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, les techniciens de laboratoire. Chacun d'eux, par rapport à leur acte quotidien, peuvent entraîner des infections. Et le matériel également. Et pour pouvoir créer des barrières contre ces infections, il faut forcément avoir de bonnes pratiques. Et ce sont ces bonnes pratiques qui doivent être promues à travers cette société qui est mise en place aujourd'hui.
Porté sur les fonds baptismaux au détour d'un congrès constitutif dans cet amphithéâtre de la Faculté des sciences de santé de Cotonou, les participants ont élu et installé les membres du bureau exécutif de la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et contrôle des infections. Ceci après la prise en compte des amendements et adoption du statut et règlement intérieur de la structure. L'infection nosocomiale, c'est une infection qu'on attrape qui n'était pas en incubation quand on va dans un hôpital. Donc, c'est les pratiques de l'hôpital, l'environnement de l'hôpital qui fait que le malade, au cours de son séjour, attrape cette infection. Donc, il a lieu de mettre beaucoup de mesures en place pour quand même éradiquer et réduire ces infections. Donc, notre mission essentiellement s'oriente dans la mise en place de tout ce qu'il faut pour que cette infection soit réduite à son strict minimum. On attendait cet événement depuis fort longtemps. On voyage, on voit comment ça se passe dans d'autres pays. Donc c'est important quand même qu'on avance aussi dans notre pays. Donc vive la Société béninoise d'hygiène hospitalière, de prévention et contrôle des infections. Il va falloir que les responsables qui sont élus soient des responsables vraiment qui ont l'idée de rassemblement. Ils doivent pouvoir avoir un certain nombre de reculs pour pouvoir aider à développer leur science dans leur milieu de profession. Cette société composée rien que des experts en la matière a également reçu le soutien indéfectible et sans faille d'autres sociétés savantes. C'est le Dr Koudjo Tokpanou, représentant le ministre de la Santé, qui a procédé à l'ouverture officielle des travaux de cette Assemblée générale constitutive. Dans l'atteinte de ces objectifs, la SB2HPC peut compter sur le ministère de la Santé selon l'autorité. Par rapport à la sécurité sanitaire, le ministère est engagé, résolument engagé, avec des partenaires qui nous appuient, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'USAID également qui nous appuie. Et nous avons un projet de 5 ans pour rien travailler sur la résistance antimicrobienne, travailler sur la prévention et le contrôle des infections, travailler sur la transmission des zoonoses. Et tout ceci se fait dans une approche, une seule santé, le One Health. Et je pense que vous avez votre place totalement dans ces différentes structures pour apporter l'expertise, apporter la connaissance. Cette AG constitutive a également permis de noter les attentes des membres de la société. À cette occasion, une proposition de feuille de route est définie pour les 6 prochains mois. La photo de famille a mis un terme à ce congrès. La rencontre avec le chef de l'État et les médias, c'était une très bonne rencontre. Et l'initiative était très bonne de la part du chef de l'État. À un moment donné de la vie d'une action, il fallait que le chef de l'État se prononce directement sur certains sujets face aux médias. C'est les médias qui ont la possibilité, le courage, la détermination de poser certaines questions au chef de l'État parce qu'ils sont apolitiques. La politique ne les intéresse pas. Ils sont là pour communiquer l'État et le peuple. Ils sont des intermédiaires. Les questions que le peuple ne pouvait pas poser au chef de l'État, les journalistes ont la possibilité de lui poser ces questions-là pour nous éclairer sur certains sujets. Je pense que le chef d'État de la République, la création du collège des ministres conseillers, je pense que c'est grave. Puisque un ministre limogé, un ministre remanié, un ministre qu'on a enlevé du gouvernement, ce qui dit qu'il a fait des erreurs, c'est pourquoi on l'a enlevé. Mais si on le met encore conseiller, on veut tirer encore quoi dedans? Donc, nous ne sommes pas des amis. Il ne faut pas créer des postes d'amis. Un ministre qui a été limogé du gouvernement, ça veut dire que celui-là n'existe plus. Il va chez lui, il reste. Mais on le prend encore comme conseiller et il va rester par là, il va donner quel conseil? Et il crée des postes ministériels. Ces 12 ministres-là, ça serait une charge à l'État encore. Une charge, alors que nous n'arrivons même pas à bien manger dans le pays. Une charge. Vous savez, quand on nomme un ministre, il y a la prime d'installation de chaque ministre. Je ne sais pas combien ça s'élève aujourd'hui. Avant, c'était à 25 millions par ministre. Maintenant, on nomme 12 ministres. C'est une très bonne chose.
Et c'est l'appellation qui fait polémique. Sinon, c'est une très bonne chose. Dans certains pays, il y a le ministre, il y a le vice-ministre, il y a deuxième vice-ministre, troisième vice-ministre. Dans tous les pays, pour la plupart, il y a des ministres et des vice-ministres. Ce n'est pas une création personnelle du chef de l'État. C'est une sorte de complémentarité. D'aider de part et d'autre les ministres en fonction. Les ministres en fonction ne peuvent pas tout faire à la fois. Ils ne seront pas sur le terrain, ils ne seront pas sur le bureau. Ils ont des obligations au bureau et ils ne peuvent pas laisser ces obligations aller sur le terrain. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Seulement que ça va peser un peu sur le budget de l'État. Et c'est que le chef de l'État a pris des dispositions. Le chef de l'État a la capacité financière. Il a déjà mobilisé les ressources en la matière pour payer ses ministres conseillers. Ce n'est pas une question polémique. Ça existe dans tous les pays. Il y a le ministre, le vice-ministre, le premier vice-ministre, le deuxième ministre. Ce n'est pas une question de polémique. Le monde entier est en train d'observer aujourd'hui la CEDEAO par rapport à ce qui se passe au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ces derniers, même au Togo aussi, ces trois pays-là sont aussi de la CEDEAO. Et vous voyez comment Macky Sall a prolongé son mandat. Peut-être que c'est au Sénégal, ça peut se passer au Sénégal, hein, mais pas chez moi au Bénin. Comment peut-on prolonger un mandat? Tu as fixé le jour des élections déjà, tu as tout fait. Et à la veille des élections, tu dis que tu vas encore prolonger. Non. Donc c'est ceux-là qui sont en train de tuer la CEDEAO. Donc je vais demander à la CEDEAO et à mon président qui est dans la CEDEAO n'a qu'à se réorganiser autrement. Ce n'est pas aujourd'hui qui va apprécier ces pays-là. Surtout, je prends le cas du Niger. Quand les putschistes sont venus à la tête de ce pays-là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a donné des instructions pour qu'on affronte, pour que les militaires béninois affrontent ce pays. Alors que nous sommes des pays frères. Et sans le Niger, le Bénin n'est rien. Je sais ce que le Niger vaut pour ce pays. Il y a le Niger, le Burkina, le Mali, le Tchad, qui constituent le poumon de l'économie béninoise. Parce que toute la marchandise passe par notre port. Aujourd'hui, le port est désert. Ah oui, j'ai suivi l'intervention du chef de l'État par rapport à ce sujet. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. Et la décision a été prise au niveau de la CEDEAO. Et le Bénin doit respecter les décisions de la CEDEAO. Et quand le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO, ce n'est pas le chef de l'État béninois qui a respecté les décisions de la CEDEAO. C'est le Bénin tout entier. Parce que c'est l'État béninois qui a signé l'adhésion du Bénin à la CEDEAO. Donc au nom du Bénin, le chef d'État a agi. Et ce n'est pas la volonté seule du chef d'État, c'est la volonté commune de tous les pays de la CEDEAO. Ce n'est pas une accusation, c'est pas faire du mal à ces pays-là. C'est les ramener à la raison. Il faut apprendre aux Africains que pour avoir le pouvoir, il faut passer par les urnes. Il faut passer par les urnes pour aller avoir le pouvoir. Ce n'est pas le coup d'État. Nous avons fini avec le coup d'État. Les États-Unis ont fait plus de 416 ans en démocratie. La France a fait plus de 200 ans presque en démocratie. Ils n'ont jamais insulté la démocratie en Afrique. Ils ne font qu'organiser des coups d'État en Afrique. Des coups d'État en Afrique pour nous ramener en arrière. Nous allons prendre conscience de nous, Africains. La circoncision est considérée comme l'une des procédures chirurgicales les plus anciennes. Cette pratique datant de l'Antiquité représentait une marque d'appartenance dans la communauté juive. La circoncision est profondément ancrée dans la culture béninoise et joue un rôle central dans la définition de l'identité masculine. Le bien fondé de ce geste, c'est qu'en général, ça permet en fait d'éviter les infections, certaines infections. Ça limite l'exposition à certaines infections. Donc c'est un bien fondé qui est vraiment majeur. D'ailleurs pour nous, il arrive que certains enfants, déjà à la naissance, on décide de leur faire la circoncision parce que ce sont des enfants qui sont à risque de faire des infections urinaires à répétition. Et on décide donc de leur faire la circoncision le plus tôt que possible pour éviter que ces infections ne surviennent et détruisent leurs reins. Donc sûrement que les anciens avaient déjà vu ces infections-là se répéter chez certains enfants qui peuvent aller jusqu'à la mort. C'est pourquoi ils ont décidé justement de faire cette pratique-là. Donc à dire d'emblée que dans d'autres cultures, notamment par exemple en Europe, la circoncision peut être considérée comme une mutilation. Si ça ne s'est pas effectué pour des raisons médicales bien précises, ça peut être considéré comme une mutilation. Mais par contre, dans d'autres cultures, comme chez les juifs d'ailleurs,
La circoncision est systématique déjà au 8e jour de vie et c'est vraiment rituel. La circoncision tient compte de plusieurs facteurs: la santé, l'âge et les préférences individuelles. Dans de nombreuses cultures et religions, elle est pratiquée en fonction de l'âge. Donc l'âge pour circoncire l'enfant varie donc en fonction de la pathologie devant laquelle on se trouve. Si c'est les circoncisions rituelles habituelles pour des raisons socio-culturelles comme c'est chez nous, nous conseillons en général que la circoncision soit effectuée à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, on fait la circoncision, on finit, l'enfant doit pouvoir s'amuser automatiquement après. Donc pour pouvoir le faire, on fait donc une petite anesthésie. Ça se fait au bloc opératoire. Donc là, pour que les conditions soient réunies, que l'enfant ait un développement optimal, pour que ce soit effectué dans les conditions sécuritaires du point de vue chirurgical comme anesthésique, il faut l'âge de 6 mois. Maintenant, comme je vous l'ai dit, s'il y a des malformations données, qui font qu'il y a des risques d'infection urinaire, surtout à répétition, avec pyélonéphrite aiguë, septicémie, voire décès, ou bien insuffisance rénale d'abord avant décès, on décide de faire la circoncision dès la naissance. La sécurité et l'hygiène sont des préoccupations essentielles lors de la circoncision. Si elle devrait se faire, l'option de centre de santé est préconisée par les spécialistes. Je pense qu'aujourd'hui, le lieu idéal pour faire une circoncision, c'est normalement un bloc opératoire. Ce n'est pas seulement un centre de santé, c'est un bloc opératoire. Un bloc opératoire avec présence d'un anesthésiste, présence d'un chirurgien, et on fait la circoncision de façon sécuritaire. Normalement, c'est ça. Donc, c'est l'hôpital. Et plus précisément, dans l'hôpital, c'est au niveau du bloc opératoire que cela doit se faire. La circoncision à la maison, nous avons vu beaucoup de dégâts liés à cela. Moi, personnellement, je ne conseillerais pas. Ce n'est pas parce que je suis du domaine médical, mais je ne conseillerais pas aujourd'hui une circoncision à domicile. C'est vrai, nous, on a fait ça à domicile. Mais quand on voit aujourd'hui et qu'on compare, on voit nettement que faire la circoncision à la maison n'est pas vraiment rentable. On reçoit régulièrement des enfants pour qui on fait une circoncision à domicile et finalement on lui coupe la tête du pénis, on lui coupe le gland dont j'ai parlé. J'ai eu encore en mémoire ce joli garçon, teint clair, vraiment mignon. Je ne vais pas dire son nom parce que son prénom est resté jusqu'à présent. On lui a fait la circoncision à domicile, on a coupé le gland. Il est revenu parce que quand on coupe le gland comme ça, vous voyez comment est-ce qu'il va pouvoir tenir un rapport sexuel, comment est-ce qu'il va pouvoir jouir. Non seulement ça, déjà, l'urètre par lequel les urines sortent, comme on a coupé le gland, ça va se sténoser. Ça fait partie des complications de la circoncision qui se rencontrent beaucoup plus en fait à domicile. On ne le dit pas pour juste que les gens viennent à l'hôpital parce que nous on veut travailler. Mais non, on le dit parce qu'il y a trop de complications liées aux circoncisions effectuées à domicile. Et il faut qu'à un moment donné, on tape du poing sur la table pour dire normalement, je pense que ça peut aller même jusqu'au niveau des décisions à prendre au niveau ministériel, au niveau étatique, et dire que dans notre pays, on voudrait que désormais les circoncisions se fassent forcément à l'hôpital. On peut circoncire l'enfant, mal faire la suture, la couture, au point où le gland se retrouve complètement à l'intérieur, ça se ferme, la cicatrice se ferme au-dessus du gland, l'enfant commence pas à pisser, ça se gonfle encore comme s'il y avait phimosis dont je vous ai parlé initialement. Dans ce cadre, on parle en fait de glands piégés. On en a vu beaucoup de fois ici. Il y a des enfants qu'on ne doit pas circoncire n'importe comment. Ça, je mets un point particulier là-dessus. Il y a des enfants parmi les enfants qui sont en fait des hémophiles. En fait, leur sang, quand quelque chose les blesse, le sang coule anormalement et pendant longtemps. Il est donc important que la circoncision soit effectuée dans des conditions requises pour réduire le risque d'infection selon le spécialiste. Il prodigue quelques conseils à l'endroit des parents. Je voudrais dire aux parents d'enfants garçons que normalement la circoncision, pour des raisons que je viens d'énumérer, au vu des complications qui sont très fréquentes pour les circoncisions effectuées à domicile, il est important de faire la circoncision idéalement dans un milieu médical, si possible même avec un chirurgien pédiatre. Je pense que ce serait vraiment bien pour d'abord le côté esthétique de la chose, le côté sécuritaire de la chose. C'est vrai que ça demande un peu de sous, mais la circoncision, ce qu'il faut payer pour la circoncision à l'hôpital public, c'est 13 000 francs CFA. Nous, on fait en général un petit bilan autour parce qu'on veut s'assurer que l'enfant n'est pas hémophile et qu'après avoir fait la circoncision, l'enfant ne saigne pas abondamment.
Au dire du docteur Serge Menchirungbe, chirurgien pédiatre, un centre de santé doté d'un bloc opératoire reste le cadre idéal pour circoncire les enfants en raison des dispositions et de l'hygiène qui s'y trouvent. Klaxon, drapeau du pays qui flotte au vent, cris de joie. La nuit de dimanche à lundi a été longue en Côte d'Ivoire après la victoire des éléphants en finale de la CAN face au Nigeria, tant leur parcours a été laborieux. Avant, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Grâce à lui, on a pu organiser cette CAN avec l'aide des volontaires. Je dis merci à Dieu pour cette 3e étoile. Vive la Côte d'Ivoire! Merci le président Alassane. Wow! Dernière équipe de la poule devenue 3e, premier, prendre la coupe pour aller à la maison. C'est imaginable. Mais il faut croire que la Côte d'Ivoire est un bon joueur. C'est donc tout un pays qui célèbre sa 3e étoile continentale. La Côte d'Ivoire au sommet du football africain, les éléphants ont remporté dimanche la 34e édition de la CAN face au Nigeria, battu 1-2. Un sacre quasi inédit tant le parcours du pays hôte dans la compétition n'a pas été une partie de plaisir. C'est plus qu'un conte de fées, franchement, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Au nombre des coups durs, l'humiliation face à la Guinée équatoriale après leur défaite 4-0. Simple incident de parcours désormais puisque les éléphants viennent de gagner leur 3e étoile continentale. Je suis ici sur la place de l'Étoile Noire à Accra, au Ghana, un pays en effervescence suite à la restitution de ses antiquités volées par un musée américain. Les insignes royaux assentent et les objets pillés par les Britanniques retournent à leur emplacement d'origine, le palais Manilla, après 150 ans. Un rappel brutal des appropriations de l'ère coloniale. La reconquête d'un récit culturel est ici en jeu et la réponse a été très sentimentale. Étant des symboles qui relient les gens à leur patrimoine, les objets étaient accueillis par des rituels et des cérémonies. Le retour est considéré à la fois comme un processus de guérison et une chance de croissance économique grâce au tourisme. Le rapatriement de ces objets marque sans aucun doute un tournant important dans l'histoire du Ghana, ainsi qu'un dialogue mondial sur la restitution du patrimoine culturel. Les experts prédisent que cela déclenchera un débat mondial et incitera d'autres à évaluer la source de leurs avoirs. Alors que de plus en plus d'antiquités sont attendues dans les mois à venir, le Ghana et en particulier le royaume Ashanti est désireux de restaurer son passé et son prestige. Peter Kwao Adato, Africa News, Accra, Ghana. Le Sénégal s'enfonce dans la crise politique. 2 décès ont été signalés lors de manifestations contre le report des élections par le président Macky Sall. Un homme de 23 ans est décédé samedi après avoir été abattu lors d'affrontements à Dakar, tandis que dans le nord du pays, à Saint-Louis, un étudiant de 22 ans a perdu la vie vendredi dans des circonstances encore incertaines. Le 9 février, des manifestations d'ampleur ont eu lieu partout dans le pays. Dans la capitale, la police a fait un usage abondant de gaz lacrymogène afin de tenir à distance des personnes qui cherchaient à se rassembler aux abords de la place de la Nation.
La répression a suscité une vague d'indignation dans l'opposition et chez certains alliés du pouvoir. Le président Macky Sall avait créé la surprise en reportant les élections à 3 semaines du scrutin. Une décision entérinée par l'Assemblée nationale qui a voté un ajournement de l'échéance électorale au 15 décembre, après avoir expulsé par la force les députés de l'opposition. Une nouvelle manifestation lancée par un collectif de la société civile nommé Protégeons nos élections est prévue mardi.